Je vous demandais de bien vouloir prendre place. Mesdames et messieurs, il est 18 heures. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour ce conseil municipal de ce mardi 29 juin. Il se déroule encore à l'Arsenal. Je formule le vœu que le prochain, au mois de septembre, puisse se dérouler au Salon d'honneur dans des conditions tout à fait normales. Je demanderai à Liana Randoual, notre Benjamin, de bien vouloir procéder à l'appel. Bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. Bertrand Ringot. Présent. Alain Merlin. Michel Kerkhoff-Lefranc. Daniel Wilmot. Marilène Bossard. Présente. Christian Devos. Présent. Marie-Madeleine Dubois. Alain Bonneface. Laurie Verstrat. Présente. Raoul Defruy. Présent. Julien Veillère. Claude Ouadou. Jean-Pierre Herbez. Présent. Michel Canon. Claudine Barbier. José Bleuet. Bruno Marcil. Valérie Genevet. Emmanuel Perry. Lise Blancard, excusée de ne pouvoir à Michel Kerkhoff. Christelle Deneville. Laurent Notbar. Nathalie Rio. Elle va arriver. Karine Van der Straten. Annabelle Sala. Aurore DeVos. Cédric Liagre. Julien Guérard. Maudou Foll. Léana Vandoile, présente. Maria Alvarez. Pouvoir. Christelle Hénon. Pouvoir. Étienne de la Mansbruge. Présent. Merci, Madame Vandoile. Le quorum étant atteint, nous pourrons délibérer valablement. Oui, si vous permettez, Monsieur le maire, allez-y, Monsieur le Premier Adjoint. avant de passer à l'ordre du jour du Conseil municipal, j'aimerais, au nom du groupe majoritaire, je voudrais très chaleureusement vous féliciter pour votre réélection au sein du Conseil départemental du Nord, où vous y siégerez encore pour un nouveau mandat de 6 ans. Vous aurez à cœur de faire valoir les intérêts des habitants du canton de Grande-Sainte-Gravelines, comme vous le faites constamment là où vous siégez pour notre commune. Alors, tout simplement vous dire bravo, Monsieur le maire, et aussi bon courage, Monsieur le conseiller départemental. Voilà. Bien, merci de ces propos, Monsieur le Premier Adjoint, cher Alain Merlin. Écoutez, oui, je suis très heureux, bien évidemment, d'avoir été confirmé dans ces fonctions de conseiller départemental du canton de Grande-Sainte, que j'occupe depuis 2015. Et j'étais également, par le passé, conseiller général de l'ancien canton de Gravelines. Il y a un lien étroit de proximité entre la mairie et le département. Et moi, je pense qu'il est pertinent que le maire de Gravelines soit conseiller départemental. C'est quelque chose qui va de pair, si je puis dire. Qui plus est, j'ai eu l'occasion d'exprimer dans la presse un certain nombre de sujets qui concernent, bien évidemment, notre commune, évoquer le port départemental, mais c'est quand même un sujet au centre de nos préoccupations, mais aussi les collèges, l'aspect routier aussi, qui dit développement routier, dit route départementale 11, Gravelines-Bourbourg, donc il y a des enjeux routiers qui sont importants, des enjeux de fluidité, développer l'économie c'est bien, mais je le constatais encore ce matin avec cet engorgement quand même de la route d'accès à Gravelines en venant de Hunne-Plage. Et voilà, je disais qu'il y a quand même, en termes d'accessibilité, il va falloir avancer sur ces sujets de manière à gagner en fluidité pour pas que les personnes soient bloquées pour accéder à leur travail le matin, notamment aux heures de pointe. Donc j'aurai beaucoup de plaisir à exercer avec Mme Fernandez Isabelle, la première adjointe de Hunne-Plage, ce mandat de conseiller départementaux. Je remercie bien sûr les Gravinois de leur large confiance renouvelée. Parce que quand on est élu, c'est toujours aussi encourageant, quelque part, d'être conforté dans sa commune. Déjà, c'est quand même la base de l'engagement, de notre engagement à tous. Et donc, j'aborderai ce mandat de conseiller départemental avec la force
qui m'a été donné par les Gravelinois, mais aussi bien sûr par tous les habitants du canton, que ce soit des petites communes d'ailleurs ou des communes plus importantes. Donc merci à vous de votre confiance. Nous avons donc au niveau de l'ordre du jour tout d'abord à approuver le procès-verbal de notre réunion du 7 avril 2021. Je n'ai pas eu d'observation. Y en a-t-il où je peux considérer que tout le monde est favorable? Écoutez, je vous en remercie. Nous avons au chapitre des décisions municipales un certain nombre de décisions, de la 2021-029 à la 2021-058. Y a-t-il des questions sur ces décisions? Je regarde M. de la Mensbruge. Il n'y en a pas? Si. Allez-y, je vous en prie. À propos de la décision 2021-39, s'agissant de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation du pôle aquatique, dans le cadre de la de Sportica Nouvelle Génération. Donc nous apprécions la prise en compte du pôle aquatique et qui n'ait pas été oublié par rapport à un tout sport Jeep Elite. Je vous remercie. Sur la 2021-42, relative à la restauration du phare de Petit-Fort, on peut s'étonner que Delot n'ait pas trouvé preneur, menuiserie et ouvrage en métal. Y aurait-il un manque d'artisans? Et quel en sera l'impact sur le projet? Lors du dernier conseil municipal, vous nous aviez annoncé un appel à souscription publique. Avez-vous des éléments? Pardon, excusez-moi, je demandais pour le phare. Ah oui. Vous pouvez reformuler la troisième, s'il Oui, vous plaît? lors du dernier conseil municipal, vous avez fait appel à souscription publique pour le phare. Avez-vous des éléments? Cela va-t-il nous aider à la restauration du phare de Petit-Fort? À propos de la décision 43-2021, l'aménagement du chemin de ronde, on relève pas moins de 7 décisions modificatives depuis 2018. C'est un chantier, somme toute, de taille limitée en surface, mais qui semble durer dans le temps. D'autant que l'engagement à l'heure actuelle est quand même tout de même de 2 700 000 €. Voilà. Je vous remercie. Merci de ces questions précises et pertinentes. Monsieur de la Mensbruge, alors sur la 39, oui, donc on a attribué à un marché de programmation pour la réhabilitation du pôle aquatique. Donc on le fait parallèlement à ce que nous faisons pour la salle polyvalente, parce qu'on a eu des confirmations de cofinancement postérieures, si je puis dire. On a d'abord eu, je l'avais expliqué lors du précédent conseil municipal, l'engagement de la région sur le volet de la salle principale, hein, ce qui a déclenché l'opération de Sportica. Et entre-temps, j'ai eu confirmation de la communauté urbaine sur le volet piscine, cette fois-ci. Et donc, ce qui nous a permis d'engager la programmation pour le volet piscine, où là aussi, à minima, j'espère avoir 50% de cofinancement, ce qui nous permet d'aborder relativement sereinement cette opération, je l'ai déjà dit, est d'un coût très important. Hein. La rénovation de Sportica, c'est plus de 30 millions d'euros. Hein. Il faut bien avoir ce chiffre en tête. C'est globalement ce qu'il a coûté, hein, mais sans réévaluation, si je puis dire, en euros constants. Hein. Il coûtait à l'époque Sportica, 86, 180 millions de francs, le chiffre que j'avais en tête. Donc là, nous allons devoir à peu près remettre globalement la même somme pour repartir pour 30 ou 40 ans. C'est vraiment l'objectif que nous nous sommes donné. Sur le phare, moi je me félicite déjà que nous ayons 75% de cofinancement. On m'a notifié, c'était une bonne nouvelle, il y en a quelques-unes dans la vie politique, fort heureusement. Nous avons eu un cofinancement que nous n'attendions pas forcément dans le cadre de la DSIL, de l'État, il faut dire quand c'est bien, et là c'est le cas. Nous avons obtenu 158 620 € dans le cadre de la DSIL. C'est le plan de relance de l'État qui se décline sur les territoires, et donc subventions qui viennent en complément de ce que nous avons obtenu de la DRAC, ce qui fait qu'au global, la rénovation du phare risque d'être subventionnée à hauteur de 75%. Sur l'appel que nous avons lancé, je n'ai pas à ce stade de données sur les chiffres qui ont été les dons que nous avons pu avoir. Je sais que certaines associations, je ne vais pas en citer l'une plutôt que l'autre, se sont manifestées pour nous faire des dons. On a déjà eu 3 dons à ce stade, 3 dons fermes. J'en ferai la communication quand l'opération sera davantage
davantage initiés. Quant au lot qui restait en suspens pour le phare, je regarde notre directrice générale des services techniques, je crois qu'ils ont été entre-temps relancés et attribués, mais non notifiés. En cours d'attribution, donc je ne suis pas censé les dire, c'est ça ? Exactement, mais ils sont relancés. Voilà, en fait, il y avait eu des réponses, mais qui étaient, disons-le, infructueuses, quoi. Selon l'expression consacrée, je regarde Christelle Deneville, qui préside avec brio cette commission d'appel d'offres et je l'en remercie. Voilà pour le phare. Sur le chemin de ronde, oui, vous l'avez dit, belle opération, vaste opération, fierté, cette opération, ce chemin de ronde Jackie Merseman, qui, bien évidemment, a été à l'origine de cette première phase. Et donc là, dans cette deuxième phase, les choses avancent. C'est vrai que c'est les finitions, c'est comme dans tout, hein, les finitions, et parfois, là, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément toujours satisfait. Donc on fait refaire, hein, c'est un peu ça qui explique aussi les délais. Donc on a eu des subventions aussi, je tiens à le rappeler, de l'ACU, de fonds de concours. De mémoire, c'est 1 070 000 euros par la communauté urbaine sur ce financement du chemin de ronde. Je regarde mon adjointe au patrimoine et mon président de la commission des travaux. Si vous avez des compléments sur les délais, sur ce qui est en cours, n'hésitez pas à les communiquer. J'ai un certain nombre d'éléments en tête, mais je vous avoue que je n'ai pas en tête dans le détail l'ensemble des travaux qui se déroulent ici et là sur la commune, leur avancée par rapport au calendrier. Je me tourne vers la directrice générale des services techniques. Est-ce qu'on est à peu près dans les délais ? Quelle est la vision d'arrivée, si je puis dire ? Oui. D'accord. Donc on précise le parking, très attendu par les riverains du centre-ville, à juste titre, pour l'été, pour le mois de l'été. On y est déjà l'été, vous allez me dire, donc dans les semaines qui viennent, le cœur de l'été, on va le dire comme cela. Donc l'ouverture du parking, il faudra qu'on lui trouve aussi son nom, parce qu'on dit toujours le parking Corami, mais il faudra peut-être qu'il ait un nom. Parking surveillé en vidéosurveillance, je tiens d'ailleurs à le préciser, par nos agents policiers municipaux que je salue, et donc qui va désengorger un peu le centre-ville de Gravelines. Et puis pour le reste, ce sera le mois de septembre, me précise-t-on, pour donc la livraison, si je puis dire. Et il y a encore une autre phase qui concerne, Madame Kerkhove, vous avez envie de nous l'expliquer? Allez-y, je vous trépignais d'impatience, donc allez-y. C'est ce qui concerne vraiment la poudrière du Marquis d'Asfeld qui va se terminer là cet été. L'avenant qui a été signé, c'est dû à la découverte de l'état des 3 poutres maîtresses du toit en clocher, 3 des 4, je crois, poutres maîtresses, qui étaient vraiment très abîmées, et il a fallu réparer la partie des poutres qui entraient dans le mur. Et puis, donc ça, ce sera terminé cet été. Et ensuite, il y a tous les travaux du jardin, qu'on appellera le jardin de la tranquillité, qui doivent être terminés avant de pouvoir terminer le cheminement derrière la caserne Uxelles. Et ça, ce sera sans doute à la fin du printemps. Prochain. Oui. C'est l'été maintenant. C'est plus le printemps. Bien, pour vous dire aussi que sur la poudrière, je l'avais peut-être déjà dit, mais je le redis, parce que c'est vrai que je suis toujours content d'avoir des subventions. Donc 150 000 euros dans le cadre du plan de relance régional, cette fois-ci, pour la poudrière que nous avions obtenue, qui n'était pas inscrit au budget. Je regarde notre président de la commission des finances, j'observe son sourire à travers le masque. Voilà, c'est les yeux qui sourient, comme on dit souvent. Donc, voilà, il faut s'en féliciter, qu'il y ait un complément aussi de la subvention, là aussi, de la DRAC, sur la poudrière. Voilà, est-ce que je peux considérer que vous êtes d'accord sur ces décisions, M. Ménez-Bruges, c'est bon? Je vous remercie. Je vous en prie. Donc, ce sera donc adopté. Le personnel communal, nous avons 4 délibérations, dont une sur laquelle Julien Guérard va s'attarder, puisqu'il a beaucoup travaillé. Je tiens d'ailleurs, au nom de la municipalité, à le remercier. C'est toujours un moment de concertation qui n'est pas toujours facile, disons-le. Et donc, M. Guérard a mené ce travail, une trentaine de réunions qui ont été organisées. Donc, je voulais vraiment le remercier dans sa mission du dialogue social exercée avec efficacité.
Monsieur Guérard. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, ce sera l'avant-dernière délibération. Je vais démarrer par une délibération habituelle, la création des emplois permanents et mise à jour du tableau des effectifs. Donc, conformément à la loi de 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Afin de pourvoir aux besoins de service, il est proposé de créer les emplois repris dans le tableau ci-dessous, notamment un poste de directeur ou directrice de l'école municipale de musique, dont vous avez le détail, puis l'ensemble des postes qui sont listés juste en dessous. Le comité technique réuni le 15 juin 2021 a émis un avis favorable à l'unanimité à la suppression de ces emplois et a été informé de la création de ces emplois. Le tableau des effectifs mis à jour, vous le trouverez en annexe. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des postes créés seront inscrits au budget et au chapitre et articles prévus à cet effet. La commission municipale Finances Administration Générale Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. La seconde délibération est le recours au contrat d'apprentissage. Donc il y a une légère petite délibération, Monsieur le maire. Donc la délibération se trouve sur table. Donc, c'est une délibération également habituelle et la municipalité et vous en premier lieu, Monsieur le maire, avez une grande attention sur le recours au contrat d'apprentissage dans la volonté d'insertion des jeunes. C'est pas mon confrère Raoul et les autres membres de la jeunesse. Donc il y a une vraie volonté municipale. Donc on propose encore une fois d'avoir recours à ces contrats d'apprentissage sur l'ensemble des postes qui sont cités dans le tableau. Donc je ne vais pas vous en faire la lecture exhaustive, vous les avez. Il est donc proposé au Conseil d'autoriser le recours au contrat d'apprentissage pour les diplômes et services définis ci-dessus, d'autoriser la reconduction d'un contrat d'1 an pour les apprentis déjà présents dans la collectivité qui échouent à l'examen du diplôme préparé. Le comité technique du 15 juin 2021 a évidemment rendu un avis favorable à l'unanimité. Les dépenses liées aux frais de scolarité seront imputées, c'est précisé, en fonction 0, sous fonction. Bon là, on arrive dans du très technique. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de ces contrats seront inscrits au budget, au chapitre et articles prévus à cet effet. La commission municipale Finances Administration Générale Ressources Humaines a émis un avis favorable également à l'unanimité. La délibération, effectivement, comme vous l'avez très justement dit, Monsieur le maire, importante concerne l'organisation du temps de travail et notamment dans le cadre de la transformation de la fonction publique du 6 août 2019 qui abroge le fondement législatif du maintien des régimes dérogatoires mis en place avant la loi du 3 janvier 2001. Donc les collectivités territoriales et les établissements ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi de 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et de la modernisation du recrutement dans la fonction publique, ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, dispose d'1 an à compter du renouvellement de leur assemblée délibérante pour définir les conditions fixées de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Donc c'est ce qu'on appelle plus vulgairement la loi dite des 1607 heures. C'est-à-dire que, avec les congés qui avaient été attribués précédemment, le temps de travail ramené n'atteignait pas ces 1607 heures et l'État a donc décidé d'intervenir là-dessus. Donc c'est une loi descendante que nous avons, entre guillemets, subie, qui n'est pas une volonté de la municipalité, et ça, je pense que c'était important de le rappeler. Donc il y a eu une volonté là-dessus de Monsieur le maire qui a demandé au service de travailler vraiment à une association des partenaires sociaux, mais également des agents pour qu'ils soient pleinement investis dans leur avenir professionnel et qu'on puisse absorber au mieux. Donc comme vous l'avez fait, Monsieur le maire, moi je tiens à saluer également le travail des équipes avec qui j'ai forcément travaillé, le directeur général des services, M. Grégoire Parcou, mais également Mme Després, que je salue, puisqu'elle a eu un baptême du feu
quand même assez sympathique. J'ai vu qu'elle était là, donc c'est vrai qu'elle est arrivée, juste au moment de la mise en place de cette réforme quand même très importante. Donc, comme il est précisé, les règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. Donc là, nous aurons jusqu'au 1er janvier 2022 pour la mettre en application. Les cadres d'emploi dotés de règles spécifiques en la matière, notamment l'enseignement artistique et les agents vacataires rémunérés à l'heure, ne sont pas concernés par cette réforme. Donc, la ville de Gravelines doit donc aujourd'hui délibérer dans le but de modifier le régime de temps de travail des agents de la collectivité afin de les rendre conformes aux dispositions législatives. Donc nous n'avons pas le choix. L'obligation de mise en conformité qui découle de cette loi et les modalités de mise en œuvre ont fait l'objet d'une concertation sur l'ensemble des acteurs de la collectivité. Je pense qu'il est vraiment important là-dessus, et je vous remercie, monsieur le maire, d'avoir été dans cette démarche, puisque l'ensemble des collectivités territoriales sont concernées par cette loi. Et c'est loin d'avoir été le cas partout, où on a autant associé les partenaires sociaux et les agents. Dans certaines collectivités, il faut le dire clairement, ce sera autant d'heures, et c'est tout. Là, il y a eu vraiment cette volonté d'associer les agents et de faire des propositions constructives pour essayer que les agents s'y retrouvent le mieux, toujours, bien évidemment, dans l'intérêt du service public. Donc pour cela, c'est vrai qu'il y a eu un choix entre 3 temps de travail qui a été proposé aux agents et qui ont été soumis au vote. 35 heures, 37h30, 38h30, qui a donné, donc les options 37h30 et 38h30 permettaient de générer des RTT qui venaient en compensation des congés extralégaux perdus. Donc, c'est-à-dire que suite à cette réforme, pour atteindre les 1607 heures, avec les congés extralégaux qui avaient été attribués au cours des précédentes mandatures, il y avait forcément une suppression de congés. Donc la proposition qui a été faite aux agents, s'ils choisissaient 37h30 ou 38h30, c'est que les heures travaillées en plus chaque semaine se transformaient en RTT et permettaient de maintenir des jours chômés identiques, voire supérieurs dans certains cas, à ce qu'ils avaient perdu. Afin de respecter les spécificités des métiers de notre collectivité, sujétions et contraintes particulières et de tenir compte de l'existant, les agents ont été répartis en 3 familles. Ça aussi, c'est vraiment une spécificité et un effort qui a été fait. C'est-à-dire qu'il était difficile dans une collectivité d'une taille comme celle de Gravelines, c'est-à-dire que même si 12 000 habitants, 650 agents, rappelons-le quand même, c'est déjà une belle entreprise, hein, monsieur le maire, il était difficile de travailler de la même manière sur les agents administratifs que sur les agents dits plus techniques. Donc il a été acté de travailler selon les trois familles suivantes, la fonction opérationnelle et technique, fonction administrative, de gestion et d'encadrement, et ensuite la fonction soumise à la saisonnalité. Un peu comme, prenons un exemple, le service des fêtes, qui connaît forcément une forte saisonnalité en fonction des différentes manifestations qui se déroulent plus l'été, par exemple, etc. Donc, ainsi, les membres d'une même famille auront le même temps de travail. Mais ce qui permet vraiment de s'adapter au mieux aux réalités du terrain, et ça, c'était une vraie volonté de la part de la municipalité. La concertation avec les organisations syndicales s'est déroulée à l'occasion de 6 temps de réunions échelonnés de février à mai 2021 et lors de 2 réunions préparatoires de comités techniques. Là aussi, une réforme importante, mais qui a dû être menée dans le cadre des contraintes sanitaires, ce qui n'a pas facilité. Heureusement, sur la fin, on a pu revenir un peu en présentiel, mais il est clair que échanger autour d'une réforme d'une telle ampleur en visio, ce n'était pas toujours simple. Donc je remercie aussi l'ensemble des syndicats, des partenaires sociaux qui ont participé dans ces conditions afin d'essayer d'améliorer au mieux la réforme. Donc, les agents de la ville de Gravelines ont régulièrement été informés de la mise en conformité du temps de travail posée par la loi au travers de la diffusion d'informations avec les fiches de paie de mars et d'avril 2021, à travers la tenue de temps d'information par le service organisé au cours de la première quinzaine du mois de mai. Monsieur le maire l'a dit, 35 rencontres dans lesquelles nous sommes déplacés avec les services
ressources humaines, également avec le directeur général des services. J'ai essayé, moi, de me rendre disponible dès que possible. Je pense que c'était un temps important de pédagogie et aussi de rencontres et d'échanges. Et enfin voilà, moi je suis ravi à titre personnel qu'on ait procédé de cette manière. C'était vraiment des échanges constructifs. On a eu un très bon accueil des agents, il faut le dire. Ils ont bien compris la réforme, mais je pense que c'était important de préciser un certain nombre de choses. Ces temps, honnêtement, ont été appréciés d'après les retours que j'en ai eus. Et je pense que c'était vraiment essentiel. Donc, ils ont eu, ces agents, la possibilité de s'exprimer en participant à un scrutin organisé le 25 mai 2021 pour chaque famille. Les 3 options de temps de travail, 30, 35, 37, 30, 38, 30, sont soumis au vote. Ça aussi, un gros travail. Un scrutin quand même pour les 650 agents. Je resalue les différents services qui ont travaillé là-dessus, tout en maîtrisant les contraintes sanitaires. Voilà, c'était pas un exercice facile. Le temps de travail, 38h30 par semaine, a obtenu la majorité absolue des votes exprimés, selon les résultats suivants par famille. Donc voilà, 75% sur les fonctions techniques et opérationnelles, 52,89% pour les fonctions administratives et 80,5% pour la famille de la saisonnalité. Donc, au-delà de ça, ce qu'il est important de préciser malgré tout, c'est l'appropriation de ce scrutin par les agents, puisque plus de 85% de participation à ce scrutin. Ce qui veut dire qu'il y avait une vraie attente. Ils se sont réellement emparés et la volonté que vous avez affichée, monsieur le maire, d'associer les agents et de les rendre acteurs, elle s'est réellement traduite par cette mobilisation des agents. Donc c'est vraiment une très belle réussite à ce niveau-là. Donc du coup, au niveau de l'organisation du temps de travail, la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant après avis du comité technique. Donc, dans le cadre des dispositions législatives, la durée annuelle légale du travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires, calculées de la façon suivante. Donc, vous avez le nombre de jours sur l'année, les repos hebdomadaires, les congés annuels, 5 fois les obligations hebdomadaires de travail, les jours fériés, le nombre de jours travaillés, donc on arrive à 228. Le nombre de jours travaillés égale le nombre de jours fois 7 heures, 1696 heures arrondi à 1600. Arrondi à 1600 de par la loi. Ce n'est pas, encore une fois, de notre fait. Il faut savoir que le cadre de cette loi était très strict et que nos possibilités d'action étaient très limitées. Les 7 heures de la journée de solidarité, et nous arrivons donc à ces fameux 1607 heures. Donc il est proposé au conseil municipal de valider les modalités d'organisation du temps de travail suivantes. Le temps de travail hebdomadaire à compter du 1er janvier 2022 au sein de la commune est fixé à 38h30 par semaine. Le nombre de jours de congé annuel accordés aux agents respecte la réglementation, 5 fois les obligations hebdomadaires de travail, soit pour un agent travaillant 5 jours par semaine, 25 jours de congé. La fonction de la durée hebdomadaire de travail, les agents bénéficieront de jours de réduction du temps de travail, dit RTT, afin que la durée nouvelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures. Donc là, ce qui génère, vous le voyez, 20 jours de RTT pour 38h30 de travail par semaine. Pour les agents exerçant les fonctions à temps partiel, le nombre de jours de RTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail. Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours de RTT que l'agent peut acquérir. Ne sont toutefois pas concernés les congés de maternité, d'adoption ou de paternité, les autres congés particuliers comme les congés pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat syndical ou encore le congé formation professionnelle. Tout ça, encore une fois, déterminé par la loi pour ces articles bien précis. Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée pour toute modalité permettant le travail des 7 heures correspondantes à l'exclusion des jours de congé annuels.
Le travail est organisé selon les périodes de référence appelées cycles de travail. Ces derniers seront élaborés en concertation au cours du second semestre 2021, soumis à l'avis du comité technique et appliqués au 1er janvier 2022. Un règlement du temps de travail et des congés établi au cours du second semestre 2021 viendra préciser les règles concernant l'utilisation des jours RTT ainsi que les congés et des récupérations. Le comité technique réuni les 15 et 22 juin a émis un avis défavorable. La commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Voilà concernant cette délibération. J'espère avoir été clair et pas trop long. Mais il semblait important d'apporter quand même quelques précisions à cette réforme majeure qui concerne et qui a un impact sur la vie à la fois professionnelle et personnelle des agents. La dernière délibération concerne là une délibération plus habituelle puisque c'est la délibération sur les demandes de subvention et financement des prothèses auditives que nous passons de manière très régulière. Donc le FIPHFP, créé par la loi pour l'égalité des droits des chances en 2005, a pour mission de favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap dans les 3 fonctions publiques et le maintien de ces personnes dans l'emploi. Dans ce cadre, le FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et humaines qui permettent aux employeurs publics de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien de l'emploi de leur personnel handicapé, afin de permettre à un de nos agents municipaux malentendants de poursuivre son activité professionnelle dans de bonnes conditions. Le médecin de prévention et la cellule handicap du centre de gestion ont été sollicités. Après étude, un dossier de demande d'aide a été déposé afin que ce dernier puisse contribuer au financement des prothèses auditives indispensables. Dans le cas présent, le FIPHFP prend en charge le coût des prothèses auditives dans la limite d'un plafond de 1 600 €, déduction faite des remboursements des régimes obligatoires et complémentaires et des prestations de compensation du handicap délivrées par la MDPH. Il est proposé donc au conseil municipal de prendre en charge le coût restant de la facture des prothèses auditives après déduction des remboursements de la sécurité sociale, des mutuelles et des PCH et de finaliser les instructions de la demande d'aide auprès de la FIPHFP. La commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Voilà, monsieur le maire. Merci, M. Guérard, pour cet exposé très détaillé. Y a-t-il des questions, remarques, observations, M. de Mensbruge? Oui, à propos donc de la délibération A5 relative à l'organisation du temps de travail des agents, donc, qui vient de nous être décrite. Donc, on apprécie favorablement donc, la méthode de négociation et de concertation qui a eu lieu. Et donc le résultat, a priori, très favorable qui en découle, même si effectivement c'était imposé par la loi au niveau national. Une petite question par rapport aux horaires de travail. Donc cela va impacter les horaires de travail. Comment est-ce que vous voyez donc la déclinaison de cette délibération en différents horaires de travail ou avec une harmonisation au niveau de l'ensemble des services ou par métier? Quel est l'état d'avancement de cette négociation? Merci. M. Guérard va vous donner déjà quelques éléments de réponse. Je compléterai. Alors le second semestre va être, voilà, là c'est vrai qu'on délibère aujourd'hui, le second semestre va être l'occasion là de travailler service par service, famille par famille, afin d'affiner le fonctionnement. La volonté de monsieur le maire aussi, c'est que les directeurs de service, les responsables de service affinent au mieux en concertation avec les agents, afin que chacun s'y retrouve. C'est vrai qu'il y a des gros efforts qui ont été faits. Sur certaines familles, de la flexibilité va être instaurée, notamment sur les administratifs. Alors, il faut savoir que c'était quelque chose qui était, je pense, attendu depuis de nombreuses années et que cette loi, même si elle est subie, elle nous donnera l'occasion, en tout cas, de le mettre en œuvre. Donc, ce qui devrait faciliter le travail. Sur d'autres aspects, forcément, il est plus complexe d'avoir une flexibilité plus importante, mais il va y avoir une association des agents pour travailler au mieux sur les horaires de travail pour que chacun s'y retrouve. Et puis,
que dans le cadre du service public et du rendu de service public de qualité. Il y a vraiment cette volonté qui est affichée, c'est votre souhait là-dessus, monsieur le maire. Il faut savoir qu'un grand nombre d'efforts ont été faits aussi pour permettre d'absorber au mieux cette réforme. Les possibilités de prise de RTT qui ne sont pas imposées, les possibilités de prise de RTT à l'heure, un certain nombre d'efforts qui ont été faits par la municipalité afin de permettre aux agents de vivre au mieux tout en se mettant en conformité avec la loi. Donc voilà un petit peu. Donc ça, c'est tout le travail qui va être mené par les services jusque la fin de l'année pour permettre la mise en application au 1er janvier 2022. Je ne sais pas, j'espère que ça répond à votre question. Merci bien. Monsieur Guérard. Pour compléter, c'est vrai qu'il y a des endroits où la flexibilité horaire est plus difficile. Au niveau technique, il faut quand même que tout le monde arrive ensemble et globalement que tout le monde parte ensemble, si je puis dire. Mais il y a des endroits où la flexibilité est possible, notamment sur certains secteurs administratifs. C'est pour ça qu'on va donc mettre en place un système de badges, parce que certains agents ont envie d'avoir une pause plus courte le midi, d'autres plus longue. D'autres veulent arriver plus tôt, pour des raisons qui sont les leurs. D'autres veulent arriver un peu plus tard pour déposer leurs enfants. Donc en fait, on va créer une modularité aussi au niveau des horaires administratifs. Donc voilà, c'est aussi responsabiliser aussi les agents. Donc ça, c'est le travail des prochains mois. Bon, c'est vrai que c'est un des enjeux du mandat d'avoir... entre guillemets, d'améliorer encore le service public. Et donc, ça passe par un certain nombre d'évolutions, comme celle qui vous a été décrite. Il y en aura d'autres dans différents secteurs. Il y a un projet d'administration qui est aussi en cours d'élaboration. On a aussi fait quelques modifications dans l'organigramme. C'est d'avoir une logique aussi de pôle pour faciliter les liens interdirections et entre guillemets, lutter contre le cloisonnement que j'ai pu parfois observer au fil des années. Donc, dans un contexte budgétaire que vous connaissez, quand même, disons-le, bien contraint. Mais bon, c'est tout l'enjeu, c'est assez passionnant, cette délégation dialogue social, M. Guérard. Et là, avec déjà cette application des 1607 heures, vous avez déjà coché une case dans votre bilan de mandat personnel. Parce que voilà, après, il y a le bilan de mandat collectif, puis après, chaque élu a son bilan de mandat personnel. Donc, ces 1607 heures en font partie. Moi, je suis un peu envieux du taux de participation aux élections. 86%, voilà. Donc, les agents se sont mobilisés. Donc, vous avez su les motiver. Voilà, il faudra vous m'expliquer comment vous avez fait. Ça peut m'être utile pour la prochaine fois. Bien, ce sera donc adopté à l'unanimité. Oui. Merci. Écoutez, merci de votre confiance envers notre collègue Julien Guérard et aussi, bien évidemment, envers les services et notre DRH qui a géré ce premier dossier. C'était son premier dossier en arrivant dans notre collectivité. Et donc, je me félicite de la manière dont tout ça a été mené. Nous passons au chapitre développement urbain. Monsieur Wadou, vous avez 9 délibérations. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, la première vente à monsieur et madame Gousset. Alors, fait part au conseil du souhait de monsieur et madame Gousset, propriétaires de l'immeuble 6-1 square Robert Lelaurin à Gravelines, d'acquérir la parcelle de terrain non bâtie, cadastrée AB 322 d'une superficie de 40 mètres carrés, appartenant à la ville de Gravelines. Conformément à l'article L. 1241-1 du Code général des collectivités territoriales, le service des domaines a rendu son avis en date du 26 février 2021. Monsieur et madame Gousset se sont engagés pour l'achat de cette emprise de terrain moyennant le prix de 600 €. Il est donc proposé au Conseil de céder la dite parcelle de terrain moyennant ce prix. La commission extra-municipale Travaux, Aménagement et Accessibilité, ainsi que la commission municipale Finances, Administration générale, Ressources humaines, ont émis un avis favorable à l'unanimité. Je continue pour les autres. On y va. OK. Vente à Madame Essen, Monsieur Essen, parcelle BA 396P. Fait part au Conseil
du souhait de M. Essen, propriétaire de l'immeuble 6-1 Square de Bourgogne à Gravelines, d'acquérir une partie de la parcelle de terrain non bâtie, cadastrée BA 396, d'une superficie d'environ 40 m², attenante et appartenant à la ville de Gravelines. Conformément à l'article 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le service des domaines a rendu son avis en date du 13 novembre 2020. M. Essen s'est engagé pour l'achat de cette parcelle de terrain moyennant le prix de 600 €. Il est donc proposé au Conseil de céder la dite parcelle de terrain moyennant ce prix. La commission extra-municipale Travaux, Aménagement et Accessibilité, la commission municipale Finances, Administration générale Ressources humaines ont émis un avis favorable à l'unanimité. Ensuite, vente à M. Willems et Mme Delattre, parcelle numéro 5030P. Fait part au Conseil du souhait de M. Willems et Mme Delattre, propriétaires de l'immeuble 6 rue du Pont-de-Pierre à Gravelines, parcelle cadastrée section B numéro 5063, d'acquérir une partie de la parcelle de terrain non bâti, cadastrée section B 5030, d'une superficie d'environ 46 m², attenante et appartenant à la ville de Gravelines, conformément à l'article 2241-1 du Code général des collectivités territoriales. Le service des domaines a rendu un avis favorable, un avis en date du 20 avril 2021. M. Willems et Mme Delattre se sont engagés pour l'achat de cette emprise de terrain moyennant le prix de 700 €. Les commissions extra-municipales Travaux, Aménagement, Accessibilité et la commission municipale Finances, Administration générale, Ressources humaines ont émis un avis favorable à l'unanimité. On poursuit. Vente à M. et Mme Declercq, immeuble 637 rue de Dunkerque. Alors, par délibération en date du 1er juillet 2020, le conseil municipal a approuvé la vente de l'immeuble cadastré AW 349, 637 rue de Dunkerque à M. Fournier et Mme Oulmy. Par courrier en date du 21 septembre 2020, Maître Roussel, notaire en charge de la rédaction de l'acte, a informé la commune que M. Fournier et Mme Oulmy n'entendaient pas donner suite à leur projet. L'annulation de la délibération a été approuvée par le conseil municipal en date du 18 décembre 2020 et de nouvelles démarches ont été engagées. M. et Mme Declercq se sont engagés pour l'achat du dit immeuble moyennant le prix de 180 010 €. Conformément à l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités locales, le service des domaines a rendu un avis en date du 10 juin 2020. Il est donc proposé au Conseil de céder le dit immeuble moyennant ce prix. La commission extra-municipale Travaux, Aménagement, Accessibilité et la commission municipale Finances, Administration générale, Ressources humaines ont émis un avis favorable à l'unanimité. On continue. Vente à la société Irina Immo, parcelle 1089. Fait part au Conseil de souhait de M. Bénard, constitué en SCI, dénommé Irina Immo, propriétaire de l'immeuble 58 rue Louis Jonquin à Gravelines, d'acquérir la parcelle de terrain non bâti, cadastrée section AN 1089, d'une superficie de 89 m², appartenant à la ville de Gravelines. Conformément à l'article L. 2241 du Code général des collectivités locales, le service des domaines a rendu son avis en date du 1er juin 2021. M. Bénard, représentant la SCI Irina Immo, s'est engagé pour l'achat de cette emprise de terrain moyennant le prix de 1 500 €. Il est donc proposé au Conseil de céder la dite parcelle de terrain moyennant ce prix. La commission extra-municipale Travaux, Aménagement et Accessibilité, ainsi que la commission municipale Finances, Administration générale, Ressources humaines, ont émis un avis favorable à l'unanimité. Acquisition de parcelles AC numéro 50 et 51. Par délibération en date du 19 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé l'acquisition à l'euro symbolique des parcelles cadastrées AC numéro 50 et 51, 6 rue Pierre-Brossolette, et situées dans l'emprise d'un immeuble appartenant à la commune, à la société Engie. Par courrier du 29 avril dernier, la dite société a informé la commune qu'après instruction par leur direction juridique, la transaction ne peut se faire à ce prix. Elle propose la cession au prix de 1 000 €.
Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter l'acquisition des parcelles cadastrées AC50 et 51, 6 rue Pierre Brossolette et appartenant à la société NJ au prix de 1 000 €. La commission extra-municipale travaux, aménagement, accessibilité, un avis favorable à l'unanimité, ainsi que la commission municipale finances, administration générale, ressources humaines, avis favorable à l'unanimité. Une servitude de passage ville, parcelle cadastrée, section BC 129. L'association diocésaine a vendu l'immeuble 78 rue Léon Jouot à la société SCI PTX. Le dit immeuble sera divisé en 5 logements. Est également prévue la création de 6 places de stationnement à l'arrière de la parcelle. Dans ce contexte, il est nécessaire de constituer une servitude de passage sur la parcelle cadastrée BC 129, appartenant à la commune. Après instruction, les services ont émis un avis favorable. Cette servitude conventionnelle est accordée sans contrepartie financière. Étant rattachée au fonds, cette servitude sera établie au profit de la parcelle cadastrée, section BC numéro 130. Il est donc proposé au Conseil de créer une servitude de passage à titre gracieux sur la parcelle cadastrée BC 129 au profit de la parcelle cadastrée BC 130. La commission extra-municipale travaux, aménagement et accessibilité a émis un avis favorable à l'unanimité. Ensuite, on termine par une servitude de passage ville Enedis. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique par courrier en date du 19 mai 2021, Enedis nous a fait part de son souhait d'installer des ouvrages techniques sur la parcelle cadastrée, section B 3529 appartenant à la commune, 6 rue du Pont-de-Pierre à Gravelines. Enedis sollicite ainsi l'autorisation de la commune d'occuper cette parcelle en vue de l'installation des 10 ouvrages. À ce titre, une convention actant les engagements a régulièrement été transmise à la commune. Après instruction, les services ont émis un avis favorable. Il est donc proposé au Conseil de conclure une convention de servitude à titre gracieux avec Enedis pour l'installation d'ouvrages techniques sur la parcelle cadastrée, section B numéro 3529. La commission extra-municipale travaux, aménagement et accessibilité a émis un avis favorable à l'unanimité. Une autre servitude de passage ville Enedis, donc dans le cadre de la réalisation d'un assainissement, non, c'est pas Enedis, c'est dans le cadre de la réalisation d'un assainissement non collectif sur l'immeuble 3 rue des Jardins, parcelle cadastrée AX 195 et 196, la société géodiagnostique a sollicité la commune pour installer des ouvrages techniques sur la parcelle cadastrée AX numéro 198, appartenant à la commune. Après instruction, les services ont émis un avis favorable. Cette servitude conventionnelle est accordée sans contrepartie financière. Étant rattachée au fonds, cette servitude sera établie au profit des parcelles cadastrées, section AX 195-196. Il est donc proposé au Conseil de créer une servitude de passage à titre gracieux sur la parcelle cadastrée AX 198 au profit des parcelles cadastrées AX 195 et 196. La commission extra-municipale travaux, aménagement, accessibilité a émis un avis favorable à l'unanimité. Voilà, monsieur le maire, Merci. pour ces détails. Merci, monsieur Wadou, pour ces 9 délibérations. Y a-t-il des remarques, observations? Monsieur Villemot, puis monsieur de la Mensbruge. Oui, concernant la délibération, servitude de passage parcelle AX 198, je m'abstiendrai. Merci, monsieur Villemot. Monsieur de la Mensbruge. Oui, d'accord pour ces 9 délibérations. Pour autant, je souhaiterais faire une remarque. Nous souhaiterions faire une remarque à propos des ventes de petites parcelles de terrain par la commune. Donc, c'est une remarque d'ordre général qui pourrait éventuellement infléchir la politique de cession urbaine. Les architectes et aménageurs de l'époque des constructions, des cités et autres logements avaient prévu des espaces verts, des petits espaces verts, des chemins piétonniers et de vélos permettant d'aérer le bâti, de mieux circuler d'un endroit à l'autre en créant de nombreux chemins et en créant des passages de raccourcis.
Donc il ne s'agit pas de remettre en cause la politique de cession de ces parcelles, l'entretien étant allégé aussi pour la ville, mais de s'interroger au cas par cas sur les conséquences de ces cessions en termes d'urbanisme et finalement d'aération du bâti. Je vous remercie. Merci pour votre unanimité à ces 9 délibérations. C'est ce qu'on fait, hein, je tenais à vous rassurer, il n'y a pas du tout on ne dit pas oui systématiquement. À chaque fois, il y a une analyse détaillée par les services. Bon, le patrimoine fait désormais partie de la direction générale des services techniques et de l'aménagement. Donc à chaque fois, c'est regardé sous tous les angles. Donc il faut que ce soit une plus-value pour la personne qui achète et une plus-value aussi pour la collectivité. Et voilà, il y a eu parfois des demandes qu'on a refusées, hein, parce que justement, ça allait dans le sens de ce que vous avez dit, à savoir que ça supprimait des espaces verts. Donc à chaque fois, c'est regardé sous ces différents points. Voilà, merci. Donc, on enchaîne avec les sports et la vie associative. Il y a Monsieur Devos, vous avez 3 délibérations, si vous voulez bien les présenter. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, le parc des Rives de l'Aa a accueilli les championnats de France de natation en eau libre les 10, 11, 12 et 13 juin. Sachez que c'est la 3e fois que nous organisons les championnats de France au parc et ils se sont tenus de fort belle manière. Je tenais par mon propos à remercier les organisateurs, le service d'e-sport, les responsables du parc et également les responsables de Gravelines Natation. Les meilleurs nageurs longue distance tricolores ont ainsi pu concourir sur les 3 distances, 5, 10 et 25 km, ainsi que sur le relais 4 fois 1250. La quasi-totalité des nageurs d'eau libre de l'équipe de France étaient présentes dans cette discipline olympique, à quelques semaines des Jeux de Tokyo, où la France a de bonnes chances d'obtenir des médailles. Organisé conjointement par la Fédération française de natation et le club local de natation Gravelines Natation, cet événement a mobilisé de nombreux bénévoles durant ces 4 journées de compétition. Je tenais également à vous préparer, Monsieur le maire, dans un avenir relativement proche, le président fédéral, par ses représentants ici sur le parc, a sollicité l'organisation d'un éventuel championnat d'Europe de juniors en eau libre. Mais c'est dans un avenir plus ou moins proche. Il est proposé de verser à l'association Gravelines Natation une subvention exceptionnelle de 4 000 € afin d'aider à prendre en charge une partie des dépenses liées à cet événement. La commission extra-municipale sport ainsi que celle des finances, administration générale, ressources humaines ont émis un avis favorable à l'unanimité. J'enchaîne, Monsieur le maire. Subvention exceptionnelle au comité régional des Hauts-de-France de canoë-kayak. Nous allons accueillir du 7 au 11 juillet 2021 un nouveau championnat de France de canoë. Cette manifestation comprendra 3 championnats de France. Le championnat de vitesse, le championnat de vitesse pour les personnes en situation de handicap et le championnat de fond. 3000 personnes sont attendues. 1500 athlètes, des minimes aux vétérans, ainsi que des représentants de 98 clubs nationaux et sensiblement 1500 dirigeants, accompagnateurs et supporters issus de 17 régions métropolitaines. Ce championnat se tiendra juste avant les Jeux olympiques de Tokyo et attirera quelques têtes d'affiche encore en préparation. Ainsi, aussi, et compte tenu de l'intérêt pour la ville à accueillir un tel événement, et aussi afin d'aider le Conseil régional des Hauts-de-France de canoë-kayak à faire face aux dépenses importantes liées à l'organisation du dit événement, il est proposé de lui verser une subvention exceptionnelle de 5 000 €. Les commissions extra-municipales sport, finances, administration générale, ressources humaines ont émis un avis favorable à l'unanimité.
reversement par l'association Trip and Kite. Il faut savoir que l'on avait mis du personnel à disposition de l'association Trip and Kite, qu'il y a eu une demande de réintégration au service des sports, et de par le fait qu'on ait versé trop de subventions sur le compte dédié, eh bien l'association nous restituera 32 000 € dont elle n'a pas l'utilité. Ceux-ci réintégreront les services financiers de la ville de Gravelines. La commission municipale sport et ainsi que celle des finances, administration générale, ressources humaines ont émis un avis favorable à l'unanimité. Merci, Monsieur De Vos, pour ces 3 délibérations. Y a-t-il des observations? Je peux considérer que tout le monde est d'accord. Écoutez, ce sera adopté à l'unanimité. Je profite là de ces délibérations qui concernent, pour l'une d'entre elles, le parc, pour saluer tous les événements qui s'y déroulent. Le Striemann qui aura lieu ce week-end. 3000 personnes attendues sur le site. Si vous avez quelques instants à y consacrer, à aller voir. C'est quand même tout à fait spectaculaire de voir ces nageurs s'élancer le dimanche matin. Je crois que c'est à 6 heures du matin encore cette année, pour ceux qui font la plus longue distance. Donc, vous pouvez encore vous inscrire, mais ça va être difficile, chers collègues, parce qu'on s'arrache le dossard. Ça paraît surprenant qu'on s'arrache le dossard pour nager un aller-retour de plan d'eau, pour ensuite faire 180 km à vélo, 3 x 60, c'est toujours par watt, si ma mémoire est bonne, et puis ensuite finir, petite course à pied, un petit marathon de 42 km 195. Et puis beaucoup de public, beaucoup d'engouement, beaucoup de partenaires. Franchement, bien sûr des normes sanitaires tout à fait spécifiques, parce que ça ne facilite pas les choses. Mais on est très fiers d'avoir cet événement mené de main de maître par toute l'équipe de Jean-Michel Bunier, très investi dans le domaine du triathlon. Donc ça, c'est ce week-end. Ensuite, Christian De Vos vous a donc évoqué les championnats de France de canoë-kayak. Nous aurons aussi la présence, ça a été signalé, du porte-drapeau des athlètes français. Maxime Beaumont, qui est boulonnais, qui sera donc à Gravelines le week-end des championnats de France de canoë-kayak. Et on verra ce qu'on peut faire à un moment donné avec lui. C'est lui qui, quand même, dans le stade, aura cette responsabilité de mener la délégation française. Vous imaginez ce que ça peut être pour un sportif d'avoir cette fonction. Donc, je crois même qu'il est élu. Il y a un processus de désignation. Donc, il sera présent. Donc ça, il faut s'en féliciter. Et donc, ça ancre de façon quasi définitive notre site que dans les grands stades nautiques français, avec le site de Vers-sur-Marne qui accueillera les épreuves d'aviron et de canoë-kayak aux Jeux de Paris. Autre événement en complément donc, de ce que je viens de vous évoquer, l'arrivée aussi dans le domaine de la formation. Ça, c'est aussi un point très important. C'est Jacques de Criem, président de la Ligue d'aviron, qui me l'a notifié fin mai. Donc le pôle espoir, précédemment domicilié à Armentières, sera là maintenant, désormais à Gravelines, avec des jeunes de toute la région de France qui vont venir ici, à Gravelines, s'entraîner et étudier sur le lycée de Calais. Voilà. Donc un accord a été pris également avec le lycée Léonard de Vinci à Calais, qui dispose d'une salle de dojo. Il y a aussi les formations STAPS qui sont à l'Université du Littoral, avec lesquelles nous sommes en lien. Et donc ça renforce le pôle espoir ici. Donc nous aurons les meilleurs athlètes de la région, du moins ceux qui choisiront le pôle espoir de Gravelines, ici présent. Autre élément tout à fait important au niveau du parc, cette fois-ci, c'est la mise à disposition pour la Ligue de triathlon, la Ligue qui était déjà installée à Gravelines et qui a souhaité développer son activité. Donc nous lui mettons à disposition la Maison de la Nature, moyennant un loyer, je tiens à le préciser, de manière à ce qu'il puisse aussi se développer et accueillir les formations, des compétitions sur ce site. Et puis aussi l'arrivée d'un opérateur privé, la presse en est fait l'écho, Foodoo, j'ai toujours un petit peu de mal à le prononcer, mais avec encore un peu de pratique, je devrais m'améliorer, donc qui a ouvert, et me dit-on, c'est très ludique, et pas que pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Donc je regarde
mes collègues les plus sportifs d'entre vous et je les incite à mettre leur maillot de bain pour aller tester cette activité quand le soleil sera de retour. Autre nouvelle que je voulais aussi vous dire, nous accueillerons Alban Dubois dans les jours qui viennent, athlète de GGVLS, sélectionnée déjà pour les JO. Elle viendra donc nous rencontrer des jeunes et puis nous parler de sa vie d'athlète de haut niveau. C'est quoi sa vie d'athlète de haut niveau, etc. Donc ça se passera, je regarde Annabelle et Salah et Jean-Pierre, ça se passera lundi. À quelle heure et où? Elle passe la journée sur Gravelines, donc le matin, elle sera accueillie à la base Jean Binard pour rencontrer une des dernières classes terre-mer et naviguer avec eux. Et puis des jeunes du club aussi. Le midi, voilà, on la rencontrera un petit comité. L'après-midi, elle va aller rencontrer les élèves des écoles de Gravelines qui ont participé au concours de dessin pour la soutenir. Donc elle va aller rencontrer les jeunes et les enseignantes aussi. Ensuite, elle fera un petit passage au club pour rencontrer les adhérents. Elle ira rencontrer la commission station nautique, Jean-Pierre, c'est ça, qui va se tenir donc, voilà, pour rencontrer un petit peu les associations et les partenaires nautiques de la ville. Et elle terminera par un accueil en mairie, par vous, monsieur le maire, normalement, et puis les élus qui seront là. Avec plaisir. Voilà, donc elle a une belle journée bien remplie. Voilà, on ne va pas trop la fatiguer non plus, parce que l'objectif, c'est les Jeux. Quand même. Le soir, ça doit être vers 19h. 19h en Elle a mairie. de la ressource, oui, en général, Voilà. quand on a la tête de haut niveau. N'hésitez pas à venir soit à la base Jean Binard vers 17h15 et le matin à la voir naviguer aussi, voilà, avec les jeunes. Beaucoup de satisfaction Merci. sur le domaine sportif. Je salue les élus qui suivent ça. On a eu aussi l'Olympic Meeting d'athlétisme avec Kevin Drilla, un athlète que nous suivons et que nous encourageons aussi dans le cadre de la Team Génération 2024 au triple saut, 16 mètres 3. Donc voilà, et puis c'était la première fois, enfin peut-être pas la première fois, mais tout de même un meeting de ce niveau, c'était quand même assez exceptionnel, le 18 et 19 juin. Il faut s'en féliciter. Je pourrais aussi citer tout ce qui a été fait dans le domaine de la fête du nautisme, du tournoi aussi de beach handball sur la plage de Petit-Fort, le tournoi 3 contre 3 au Gesla Basket. Bref, le sport à Gravelines continue de rayonner à tous les niveaux. Merci de votre confiance. La délibération 19, c'est Christelle Deneville qui va nous la présenter. Il s'agit d'un avenant. Oui, merci, monsieur le maire. Pour cette délibération, oui, il s'agit bien d'un avenant à la convention de subventionnement SEM-BCM Ville de Gravelines qui a pour objet la modification de l'échéancier. En effet, par délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2020, la convention de subventionnement conclue entre la SEM du BCM et la ville de Gravelines prévoit le versement d'une subvention de 371 000 € au titre de l'exercice 2021 pour les saisons sportives 2020-2021 et 2021-2022, selon l'échéancier suivant, à savoir saison sportive 2020-21, 200 000 € versés entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, et pour la saison sportive 2021-2022, 171 000 € versés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021. Mais le contexte de la crise sanitaire Covid-19 impacte les clubs sportifs et notamment le monde professionnel. Le modèle économique français en ressort fragilisé. Ainsi, la saison 2019-2020 avait dû être stoppée brutalement et la saison 2020-2021 a nécessité de multiples adaptations de calendrier. L'absence de public dans les enceintes sportives, ainsi que les difficultés économiques que rencontrent certains partenaires nécessitent des ajustements conséquents dans les budgets. Aussi, afin de conforter la SEM du BCM, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la conclusion d'un avenant à la convention de subventionnement conclu avec la SEM du BCM dans le but de procéder à une modification de l'article 4 relative aux modalités de versement de la subvention afin de rattacher l'acompte de 171 000 € à la saison sportive 2020-2021 au lieu de la saison sportive 2021-2022. La commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci Madame Deneville. Des observations sur cette délibération, Monsieur de Lamensbruge? Oui, nous sommes inquiets sur le devenir de la structure. Est-ce une mise sous réanimation? D'autant que la mission d'intérêt général, compte tenu du contexte sanitaire et sportif, n'a pu être remplie.
Vous proposez donc le subventionnement de 371 000 € par la ville de Gravelines pour la saison 2020-2021. Ce qui est aussi inquiétant et problématique, c'est le financement à la baisse par les partenaires, compte tenu de la crise sanitaire et peut-être des résultats sportifs. La question, le financement par la ville de Gravelines n'est donc plus prévu pour 2021-2022. S'engagerait-elle pour combler le manque à gagner, donc de 371 000 € en dépenses publiques supplémentaires? Voilà. Compte tenu de toutes ces incertitudes, nous votons contre. Merci, Monsieur de la Mensbruch, de votre confiance envers le BCM. Vous dire, bien évidemment, et vous le savez tous, qu'on est dans une pandémie qui perturbe fortement la vie des clubs professionnels. Ce n'est pas uniquement lié au basket, mais c'est l'ensemble des clubs professionnels. Vous dire que nous sommes actionnaires majoritaires de cette société. Donc vous dire que notre préoccupation, c'est de faire en sorte, comme c'est le cas depuis 20 ans, que les comptes soient équilibrés, et ils le sont depuis 20 ans. Je tiens aussi à le rappeler, alors que nous avons, sur certains exercices budgétaires, baissé la subvention au BCM. Là, il s'agit en fait, comme on ne sait pas exactement comment on va terminer l'exercice budgétaire au 30 juin, il y a tellement de variables inconnues entre les partenaires qui vont finalement se retirer, qui ne vont pas verser, entre ce qu'on va avoir de l'État, ce qu'on ne va pas avoir. Il y a tellement de changements et de variables, entre guillemets, inconnues, que plutôt que de nous retrouver dans une situation où nous serions déficitaires et nous risquerions de manger tout ou partie du capital, on a pris, avec les élus concernés, la décision d'avancer la subvention 2021-2022 pour sécuriser déjà la gestion 2020-2021. Alors, vous dire ce qu'il en sera exactement sur 2021-2022, je suis incapable de vous le dire à ce stade, parce que je ne maîtrise pas l'ensemble des paramètres. La pandémie, ce n'est pas nous qui l'avons initiée, hein, nous la subissons, monsieur de la Mensbruch. Donc la question, elle est, faut-il continuer de supporter notre club? Pour notre groupe, la réponse est claire, je vous l'ai déjà dit, c'est oui. Nous n'allons pas faire une croix sur ce club sur lequel nous portons collectivement, quelles que soient les équipes municipales, sur les fonds baptismaux depuis plusieurs décennies. Il y a eu des conditions, vous imaginez la difficulté pour les dirigeants d'aller convaincre les partenaires de participer sur des sommes importantes, de plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois, sans pouvoir eux-mêmes assister au match. On est dans une forme de paradoxe, donc, et certains le font. C'est là qu'on voit, et finalement, s'il y avait une seule raison de voter cette subvention, et je regretterais que vous ne la votiez pas, c'est que certains partenaires privés votent la subvention sans eux-mêmes pouvoir participer au match. Des partenaires privés qui votent leur participation sans pouvoir eux-mêmes participer au match et pouvoir inviter des salariés. Donc, à un moment donné, il faut de l'attachement aux choses. Si on n'a pas d'attachement aux choses, tout file. On ne fait rien de très grand. Et nous, c'est vrai que nous avons cette volonté, en étant raisonnés, parce que je vous le redis, nous avons développé le partenariat de façon conséquente. On va se réjouir aussi de rester en Ligue 1. On va dire ce nom-là, puisque le nom change régulièrement, donc je vais utiliser ce terme de Ligue 1. Oui, mais ça va de nouveau changer. Ce sera plus de Jeep Elite, m'a-t-on dit, l'année prochaine. Donc je vais rester sur la Ligue 1, c'est clair, pour tout le monde. Voilà pourquoi nous votons cette délibération. Nous sommes actionnaires majoritaires, donc nous avons une responsabilité particulière. Oui, monsieur De Vos, puis monsieur de la Mensbruch. Allez-y, monsieur de la Mensbruch. C'est juste pour intervenir en complément de ce, que disait monsieur le maire. Allez-y, monsieur De Vos. Effectivement, il y a les partenaires, mais il y a aussi les abonnés qui ont participé, qui n'ont pas systématiquement voulu être remboursés, ce qui n'est pas une mince affaire parce que nous avons de nombreux abonnés. Nous avons également les collectivités qui nous ont affirmé qu'elles resteraient en l'état. Et également, ça a été pour nous très positif.
Et pour ce qui concerne la dernière interrogation, depuis hier, puisque nous avions une assemblée générale, les futurs championnats ne seront repris non plus par Jeep Elite, ce sera Betclic, mais ça s'appellera première et deuxième division. Pourquoi ? Bien parce que ça devient de plus en plus difficile aussi pour les partenaires de niveau international de continuer à verser des sommes conséquentes. Donc ils ont continué à contribuer, mais ils se sont retirés pour des raisons internationales, puisque Jeep c'est américain, et non pas pour des raisons franco-françaises, puisque la société voulait y rester. Voilà rapidement ce qui est décidé. Je voudrais aussi... effectivement, les résultats sportifs ne sont pas les meilleurs que l'on peut espérer depuis quelques années, et je le conçois. Maintenant, il faut savoir que la masse salariale sportive a fortement diminué, puisque notre budget, qui était encore il y a quelques années sensiblement de 6 millions d'euros, est passé à 5 millions d'euros. Donc il y a eu un transfert de cette masse. Il faut savoir également que dans 2 ans, le championnat de France ne se jouera plus à 18, mais se jouera à 16. Ça aussi, il faut qu'on l'ait bien en tête. Donc les difficultés sportives seront grandissantes, mais ça fait partie de la vie de tout club sportif. Effectivement, nous étions à la limite de la relégation, mais sachez que l'équipe qui a été reléguée à notre place était Chalon, qui était champion de France il y a 3 ans. Juste au-dessus de nous, il y avait Roanne, qui a été champion de France il y a 4 ans. Et juste avant, l'équipe qui était en grosse difficulté, ça a été Nanterre, ainsi que Pau, qui ont dressé la barre au dernier moment, tout en ayant eu aussi et glané quelques titres français et européens. Donc les difficultés sportives ne seront pas une mince affaire, mais ça fait partie de notre job, de notre... volonté, et je remercie Monsieur le maire de cette conviction qu'il a au niveau du club pour lequel on s'investit journellement et depuis de nombreuses années. Merci Monsieur De Vos. Monsieur de la Mensbruch, si vous souhaitiez compléter. Vous voulez changer d'avis, vous pouvez encore. Pas du tout, pas du tout. J'ai pas du tout changé d'avis. J'ai pas du tout changé d'avis. Ah non, mais je vous posais la question. Je rappelle parfois la réflexion jaillit l'action. Je rappelle simplement mon propos, qui est de dire très bien d'anticiper une dotation qui était prévue pour l'année prochaine, cette année, parfait. Sauf qu'effectivement, si on dépense cette dotation cette année, quid de l'année prochaine ? Parce que je vous ai répondu. Je me méfie du quoi qu'il en coûte. Je vous remercie. Non, on n'est pas dans cet esprit-là. Si vous regardez... C'est pas la même échelle, je suis tout à fait d'accord, mais enfin bon. Si vous regardez depuis 20 ans, on est resté très modeste sur le BCM, on est resté très raisonnable. On représente, je n'ai pas fait le calcul récemment, mais on représente 15%, je ne sais même pas si on représente encore 15% du budget global. Donc la ville de Gravelines, on a 15% contrat d'image inclus. Donc voilà, il y a 85% qui vient d'ailleurs. Donc il faut toujours garder ça en tête. Donc c'est bien que ces financements arrivent à Gravelines. Ça se passe à Gravelines. Donc il faut toujours raisonner en termes de flux économiques pour Gravelines, en termes d'investissement par rapport à ce qui est généré. Et il y a un loyer qui est aussi payé par le BCM, il ne faut pas l'oublier, à Sportica, qui est d'ailleurs en évolution. Ça aussi, on l'oublie aussi souvent, mais on est en train de le faire évoluer de manière à ce que nous arrivions aux 8% du chiffre d'affaires. On était à 4%, on est en train de remonter progressivement pour arriver à 8%, donc versé à Sportica. Donc voilà, le BCM fait des efforts, il doit en faire, comme nous tous d'ailleurs, et c'est ce qu'il fait. Bien, merci. Donc ce sera adopté à la majorité. Donc nous avons ensuite un projet citoyen secouriste qui était aussi quelque chose qui nous tient à cœur, qui est porté par notre collègue Cédric Liagre. Bon, c'est vrai qu'il a quelques compétences spécifiques, professionnelles, qui l'aident à appréhender ce sujet. Et je le remercie du travail qu'il a déjà accompli. Monsieur le maire, merci. Chers collègues, un citoyen mieux informé aide les secours à intervenir dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Pourquoi un citoyen secouriste ?
un appel au secours toutes les 2 secondes en France. Plus de 40 000 personnes victimes d'un arrêt cardiaque par an en France. Et l'arrêt cardiaque pris en charge en moins de 5 minutes permet considérablement les chances de survie. Pour qui? À Gravelines, pour des citoyens volontaires, pour des écoliers en classe de CM2, pour des Gravelinois donc à partir de 10 ans, sans limite d'âge, pour des membres d'associations gravelinoises, et on sait combien ils peuvent être nombreux, et pour les commerçants gravelinois. Comment? Grâce à un premier niveau de 2 heures de formation qui s'appelle « Les gestes qui sauvent », pour nos écoliers, nos commerçants, nos citoyens, financés par la ville. Un deuxième niveau qui s'appelle le PSC1, pour les premiers secours civiques, pour les associations, avec un financement associatif. Quand? Eh bien, dès septembre 2021, en tout cas, c'est le souhait. Pour les CM2, on attendra la fin d'année scolaire afin que le plus d'enfants scolarisés dans les écoles publiques et privées de Gravelines puissent bénéficier de cette formation. En termes d'organisation, organisée par la ville de Gravelines, la Maison des associations, avec les associations de secourisme agréées. Je voulais insister sur le fait que la commission extra-municipale Citoyenneté, démocratie locale, vie associative, ainsi que la commission municipale Finances, administration générale, ressources humaines ont émis un avis favorable à l'unanimité. Un petit coucou à nos collègues des associations de secourisme qui sont tous les week-ends encore, on le redit, merci à eux, à Sportica, au Cursal, à différents endroits, afin d'aider à lutter contre cette pandémie. Et vous me direz, l'avenir dans tout ça, l'avenir, c'est une formation qu'on va proposer chaque année, afin que le plus de Gravelinois puissent être formés, afin que Gravelines puisse, à moyen terme, constituer une réserve citoyenne avec les Gravelinois et les Gravelinoises les plus motivés dans ce domaine. Merci à l'ensemble des personnes qui m'ont accompagné au début pour émettre ce projet. Et je l'espère, monsieur le maire et chers collègues, que demain, les Gravelinois et les Gravelinoises seront, et nous le souhaitons tous, des Gravelinois et des Gravelinoises secouristes. Merci à tous. Merci, monsieur Liagre, de ce projet. Je pense qu'on sera tous d'accord. Ça faisait partie des propositions que nous avions faites l'an passé aux Gravelinoises et aux Gravelinois. Donc on met en œuvre, voilà, une par une, et là, celle-ci se concrétise. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pas de souci, ce sera adopté à l'unanimité. Sur ce sujet ô combien important de tout ce qui est aussi préparation, je dirais, à la crise, au sens large du terme, il y aura un exercice qui sera mené par la préfecture, un exercice national qui sera mené par la préfecture au mois de septembre. Je ne suis peut-être pas censé vous donner la date, mais bon, sachez que ça va arriver. Donc il y aura un exercice dit de crise, qu'on a déjà vécu par le passé, il y a quand même un certain nombre d'années déjà, pour tester notre plan de secours communal, que nous aurons aussi à mettre à jour. C'est ce qui nous a été demandé par les services de l'État, parce qu'il existe. Je regarde Laurent Notbar, dont c'est la délégation, mais il faut le revisiter, etc. Et donc l'État nous a demandé, le préfet m'a écrit pour me demander justement d'y procéder. Donc on va être mobilisés avec déjà ce rendez-vous du mois de septembre, où, disons-le, c'est nous qui allons être sur le grill, quoi, parce que bon, il y a la CLI, mais la CLI, l'opérationnalité de tout ça, c'est nous. Donc au final, c'est les services communaux qui seront testés sur cet exercice. Donc voilà, adopté à l'unanimité, monsieur Liagre, félicitations pour ce projet et bonne mise en œuvre. Une subvention à l'association des copains du village de Gravelines, Marilène Bossard.
Merci, Monsieur le maire. Bien, on change de registre tout en sachant que la sécurité sera aussi de mise sur ce village. Donc, comme chaque année, l'association des copains du village de Gravelines organisera à la ferme d'Olé, de la période du 8 au 25 août, l'accueil donc des enfants avec le concours du CCAS de Gravelines, du Secours populaire et des éclaireurs de la plage. Alors, il s'avère que chaque année, il y a entre 20 à 30 enfants gravelinois dont les familles sont suivies par le CCAS qui participent gratuitement à ce village. D'où le but de cette demande de subvention exceptionnelle de 12 000 € afin donc d'aider à prendre en charge une partie des frais liés au séjour des enfants gravelinois qui sont présents sur le village. Pour votre information, le coût d'un enfant est de 1 200 € durant cette période, qui comprend tout, hébergement, restauration, toutes les activités et sorties, les encadrements. Donc, les commissions extra-municipale, citoyenneté, démocratie locale, vie associative, ainsi que la commission municipale, finances, administration générale, ressources humaines, ont émis un avis favorable à l'unanimité. Merci Madame Bossard. Beaucoup de mobilisation autour de ce village qui est désormais un rendez-vous attendu sur Gravelines. Donc, bon, on a connaissance un peu des délégations au fur et à mesure qui arrivent. Oui, pour l'instant, on n'a pas vraiment toutes les délégations, puisqu'avec la situation ça reste malheureusement compliqué, sanitaire que l'on vit, c'est très difficile pour les associations. Donc, c'est vraiment au compte-gouttes que M. Hogarth a les informations. Mais je pense qu'il y aura quand même plus de 200 personnes présentes sur le village. Très bien, merci, pas de souci, tout le monde est d'accord. Écoutez, merci pour cette belle unanimité autour des copains du village de Gravelines. Nous passons à la culture. Madame Kerkhoff, vous avez 2 petites délibérations, mais néanmoins importantes. J'allais dire ô combien importante. Une adhésion à l'association d'animation culturelle de Compiègne et du Valois. Dans le cadre de sa programmation de spectacles vivants, le service culture propose des concerts de chant. En adhérant à l'association Animation culturelle de Compiègne et du Valois, la ville peut intégrer le festival régional Envoi, festival d'art lyrique et de chant choral. Il est donc proposé au conseil municipal d'adhérer à l'association, moyennant une cotisation de 500 € par an. Les 2 commissions, culture et finances, administration générale, ressources humaines, ont émis un avis favorable à l'unanimité. Merci, Mme Kerkhoff. Bon, je crois qu'il n'y aura pas de souci. Adopté. Merci. Administration générale, je vous... Non, j'ai encore une. Ah oui, allez-y, les bibliothèques. C'est pardon. 2 importantes. Pardon. Je croyais que vous aviez fait déjà les 2. Non. Allez-y, Mme Kerkhoff, allez-y. Une aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques. Pour 2021, le Centre national du livre a mis en place une subvention exceptionnelle qui a pour objectif de soutenir l'achat de livres imprimés afin d'accompagner la reprise des activités des librairies indépendantes et de renforcer les fonds disponibles dans les bibliothèques. À Gravelines, 26 750 € sont budgétés pour 2021, affectés à l'achat de livres imprimés à la médiathèque. La subvention est sollicitée au plus haut taux. Il est proposé au conseil municipal que la ville s'inscrive dans cette démarche. Les 2 commissions, culture et finances, administration générale, ressources humaines, ont émis un avis favorable à l'unanimité. Merci, Mme Kerkhoff. Pas de problème. Tout le monde est d'accord pour ces 2 délibérations. Écoutez, je vous remercie. Administration générale, donc, il y a quelques délibérations. Je vous propose de remplacer au sein de la régie gravelinoise des équipements de sport et des loisirs M. Jacques de Criem par M. Jean-Michel Bugnier, devenu président de l'Office municipal des sports, l'entente sportive gravelinoise. Même chose pour la commission extra-municipale des sports. M. Jean-Michel Bugnier prendra la suite de M. Jacques de Criem. Une rétrocession à la ville d'une concession qui ne posera pas de problème particulier. Une adhésion à la centrale d'achat. Je vais laisser le soin à Christelle Deneville de nous en dire quelques mots. Pour le reste, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Merci, Monsieur le maire. Alors, la communauté urbaine de Dunkerque a, par délibération en date du 21 décembre 2020, décidé de se constituer en centrale d'achat. Ce dispositif s'inscrit dans le schéma de mutualisation de la CUD et plus particulièrement dans les actions destinées à développer la pratique de l'achat groupé.
La centrale d'achat portée par la communauté urbaine a pour activité l'acquisition de fournitures ou de services et la passation de marchés ou la conclusion d'accords cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs publics de son territoire. Les adhérents à la centrale d'achat peuvent bénéficier, quand ils le souhaitent, des achats groupés, initiés en étant considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. L'adhésion est gratuite et ne crée aucun engagement de recours au contrat passé par la centrale d'achat. Aussi, il est proposé au conseil municipal que la commune adhère à la centrale d'achat portée par la CUD, suivant les conditions générales annexées. La commission municipale Finances, Administration générale, Ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci, Madame Deneville. Sur ces 4 délibérations, dont une information, pas de souci, je peux considérer que j'ai l'unanimité. Écoutez, je m'en réjouis. Nous passons au chapitre environnement, avec une délibération également importante, structurante, sur la création du réseau propreté. Marie-Madeleine Dubois. Je rappelle au Conseil la délibération du 19 décembre 2018 par laquelle la ville a adhéré à l'Association des villes pour la propreté urbaine, qui réunit les élus et les agents territoriaux des collectivités sur la thématique de la propreté urbaine. Depuis son adhésion, la ville a obtenu une première étoile en 2019, puis une seconde en 2020 et vient d'obtenir en juin 2021 sa 3e étoile, attestant sa volonté d'assurer un suivi qualificatif et durable de sa propreté urbaine. Plusieurs actions ont en effet été mises en place. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, l'action de sensibilisation aux éco-gestes, d'information sur les déchets, installation des bacs à marée sur la plage, distribution de nonos aux propriétaires de chiens, des cendriers de poche, partenariat avec les commerçants volontaires, campagne de marquage au sol, communication dans les supports municipaux. C'est dans ce cadre que la ville entend, en 2021, poursuivre les actions initiées des 2 dernières années et en proposer de nouvelles, telles que l'installation sur la plage de Petit-Fort-Philippe d'un poisson et d'un phare, collecteur de déchets recyclables que vous avez pu voir, la mise en place d'éco-bacs au niveau des sites naturels de la commune. Par ailleurs, la ville a pour projet de créer un réseau propreté qui regrouperait des ambassadeurs propreté, volontaires, bénévoles et intéressés pour agir localement à l'amélioration de la propreté de sa rue, de son quartier. Ce réseau sera notamment composé d'ambassadeurs propreté, personnes volontaires qui auront choisi d'agir et d'adopter une attitude positive face à la malpropreté et aux incivilités. Un appel à bénévolat a été lancé en vue de recenser les ambassadeurs propreté intéressés par la démarche et initier la création du réseau propreté. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en place du réseau propreté à l'échelle du territoire de la commune. La commission extra-municipale cadre de vie, environnement et risques majeurs a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci, Madame Dubois, pour cette délibération aussi importante. La propreté, ce n'est pas l'affaire que de la ville, comme la sécurité. C'est aussi l'affaire de chacune et de chacun d'entre nous. Respecter sa ville, la valoriser, la rendre plus belle. On doit réussir à l'insuffler. Avec aussi des actions dans les écoles, etc. C'est ce qu'on fait, mais on veut le réaffirmer. Donc je pense que tout le monde sera d'accord. Écoutez, je m'en félicite. Ce sera adopté à l'unanimité. Autre délibération importante, cette fois-ci, il s'agit d'un appel à projet concernant l'aménagement du port Vauban dans son secteur sud. Donc je vais laisser le soin à Claude Wadou de nous dire quelques mots et Daniel Villemot pourra compléter s'il le souhaite. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, rappel au Conseil que le port Vauban fait l'objet d'une importante opération de renouvellement urbain, dont le secteur sud constitue la première phase. Donc, vous voyez là sur le croquis l'emprise du lancement à l'appel de projet. Elle est située entre le bassin Vauban et la rivière d'Oie, au contact de l'Aa, aux abords du centre-ville, et à proximité des fortifications de Vauban. Elle s'étend sur une superficie totale d'environ 8,4 hectares, comprenant une surface en eau avec la rivière d'Oie, ainsi que des jardins familiaux qui seront préservés à l'est de la route d'Audruic. Le programme global d'aménagement de cette opération prévoit
une modification du maillage routier par la réalisation d'une nouvelle voie, l'aménagement d'un vaste espace public piéton et cycliste en bord à bassin, la construction de logements collectifs sous forme d'îlots face au bassin, avec l'intégration éventuelle de cellules commerciales ou de services au rez-de-chaussée d'une partie de ces collectifs, la construction de logements individuels, groupés ou de petits collectifs. Et il y a aussi la 5e partie, le transfert du centre commercial Lidl. La partie du foncier destinée au développement urbain est quant à elle d'environ 3,3 hectares. Dans ce cadre, la ville de Gravelines lance un appel à projet pour désigner l'opérateur qui, elle, cédera le foncier avec charge pour la partie immobilière de l'opération. Donc je vais laisser mon collègue Daniel reprendre l'appel à projet. Daniel ? Oui, effectivement. Donc, comme vient de l'expliquer mon collègue Claude, il s'agit effectivement d'un appel à projet situé sur ce secteur-là. Ça va comprendre plusieurs phases et plusieurs situations. Le but initial étant de déplacer également le commerce Lidl situé de l'autre côté du bassin. Donc il s'agit d'une opération urbaine dont l'aménagement sera dédié à la SPAD, donc la Société publique d'aménagement du Dakarquois, qui fera l'aménagement de l'ensemble du secteur. Imaginez des bâtiments en frontaqué où la route qui passe actuellement en frontaqué sera déviée par l'arrière. Ces 200 logements prévus sur ce site, le déplacement de Lidl, en accession essentiellement à la propriété. Voilà en quelques mots pour résumer l'appel à projet. Ce qui est également demandé dans l'appel à projet, c'est qu'il y ait de la part des candidats qui répondront, les différents groupements qui répondront, la capacité également d'amener sur le secteur du commerce, de l'artisanat, voilà, tout ce qui peut aider au développement économique également de ce secteur, notamment en frontaqué. On imagine des sociétés comme de l'accastillage, de la restauration, éventuellement des professions médicales, de la remise en forme. Voilà, c'est un peu ce qu'ils auront également à nous ramener dans leur étude qu'ils feront, parce qu'ils devront faire nécessairement une étude flash sur ce secteur pour savoir quels sont les commerces à ramener. Voilà un peu en quelques mots pour résumer l'étendue de l'étude. C'est un travail c'est un dossier qui a été lancé, dont les rendus ont été faits ici jusqu'au 28 juin. Plusieurs candidatures ont été déposées. Maintenant, on va étudier l'appel à les différentes propositions pour au final retenir 3 candidatures. Et ces candidatures seront ensuite, avec différents échanges avec la commune, présenteront des projets pour fin d'année et on fera ensuite le choix. Voilà en quelques mots l'appel à projet. Merci, messieurs Ouadou et Villemot. Donc on sera bien évidemment amené à revenir vers vous sur ce sujet. Mais bon, là, c'est un lancement d'opération. Est-ce que tout le monde est favorable sur le principe? Pas de souci, unanimité. Mais écoutez, merci. Les services sont beaucoup mobilisés pour... c'est un gros travail parce qu'il ne s'agit pas que de... Il faut faire un cahier des charges, il faut essayer d'identifier toutes les contraintes. Voilà, on a vraiment travaillé en mode projet sur ce sujet. Et je me félicite de l'état d'esprit qui règne sur ces sujets d'aménagement urbain ô combien essentiels. Même si après la communauté urbaine et la SPAD viennent en soutien, c'est bien que nous, quand même, on maîtrise aussi notre destin sur ces sites quand même essentiels. Action économique, je vous propose de réadhérer. Bon, Daniel peut en dire quelques mots s'il le souhaite. Je propose de réadhérer à Quimer. Oui, c'est effectivement une réadhésion à l'association Aquimer qui a pour objet de concilier la réflexion faire des recherches sur la réflexion des ressources avec la demande croissante de la population dans une perspective de développement durable. Ils viennent en soutien pour, comme vous le savez, nous avons la société Aquanor Ictus, leader français de l'élevage de bar et de dorade sur le secteur, et ils pourront travailler avec cette association pour éventuellement voir quelles sont les faisabilités, les recherches qu'il y a lieu de faire en matière d'études aquacoles. Merci. Il n'y aura pas de
souci là-dessus. Sur Aquanor, on travaille sur une problématique fiscale, parce que l'entreprise bénéficiait jusqu'à présent d'une exonération partielle de la taxe sur la consommation finale d'électricité. Et puis, donc, ils étaient classés dans la catégorie des électro-intensifs. L'administration des douanes qui gère le produit de cette taxe veut les reclasser dans la catégorie des entreprises agricoles, avec un taux de fiscalité qui change. C'est même plus que du simple au double. Donc ça représente quand même des centaines de milliers d'euros annuels. Et donc, de nouveau, on est mobilisé pour regarder un peu toutes les conséquences de ce changement fiscal. J'ai d'ailleurs demandé l'aide du sous-préfet à nouveau sur le sujet. On est même remonté déjà jusqu'à l'administration des finances à Bercy, parce que c'est un vrai sujet, parce qu'il faut investir beaucoup. Cette ferme, voilà, il a besoin, elle a retrouvé un équilibre économique, mais elle a besoin d'investir énormément. Et pour investir, encore faut-il dégager des marges pour le faire. Et bon, cette décision fiscale pénalise quand même cette activité. Bon, l'affaire est en discussion et je formule le vœu qu'elle ait une issue positive. Donc voilà, adhésion, pas de problème, merci. Affaires budgétaires et financières, décision modificative de notre budget principal. C'est vrai qu'on est vraiment bien en avance. On a voté l'ensemble de nos budgets, nos comptes administratifs. On est vraiment bien calé là et ça va permettre d'avoir une visibilité, un pilotage très précis. Et je vais laisser le soin à Julien Veillère de vous présenter cette décision modificative. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il y a lieu d'adopter la décision modificative numéro 1 au BP 2021. Cette décision modificative est en équilibre en recettes et en dépenses d'investissement à hauteur de 421 284 €, est en suréquilibre en fonctionnement à 610 517 €. Le total de cette DM s'établit donc à 1 80 930 € en recettes et à 470 413 € en dépenses. Concernant la section d'investissement, les dépenses réelles s'élèvent à 283 467 €. Elles comprennent notamment l'acquisition de 2 nouveaux véhicules pour les services techniques pour 114 000 €, la réhabilitation des ex-locaux de Delta pour 84 381 €. Concernant les recettes réelles, Monsieur le maire en a parlé, elles s'établissent à 161 104 € et nous avons eu une subvention de 150 000 € de la région Hauts-de-France pour la restauration de la poudrière du Marquis d'Asfeld et 11 104 € de subvention de l'Agence de l'eau pour le projet de la mare pédagogique rue des Trois Fermes à Petit-Fort-Philippe. À cela s'ajoutent des dépenses et recettes d'ordre d'investissement, donc les dépenses pour 137 817 € et les recettes pour 251 817 €. S'agissant de la section de fonctionnement, il s'agit principalement de prendre en compte l'impact de la Covid-19 sur nos dépenses et nos recettes réelles de fonctionnement. Aussi, les dépenses réelles présentent un solde négatif de moins 65 033 €. Donc, de façon exhaustive, pour le chapitre 11, moins 50 063 €. Pour le chapitre 12, moins 28 849 €. Moins 30 000 € pour le chapitre 22, dépenses imprévues. Au chapitre 65, nous avons 13 720 €. Concernant les recettes réelles, elles s'établissent à 659 484 €. Avec moins 238 110 € au chapitre 70, produits et services, principalement liés à la pandémie que nous connaissons. Nous avons moins 12 122 112 € au chapitre 73, impôts et taxes, qui bascule au chapitre 74, dotations et subventions, pour 13 15 690 €. Il s'agit d'une recentralisation et d'un énième coup de boutoir donné à l'autonomie fiscale des collectivités. Dorénavant, 50% de nos bases fiscales sont exclues du vote des taux de cette Assemblée. C'est l'amendement Le Maire et l'abattement de 50% pour les locaux industriels. Donc aujourd'hui, nous perdons la main sur cette recette puisque nous sommes dépendants du bon vouloir de l'État à nous verser cette allocation compensatrice qui, pour l'instant, est à l'euro près, mais jusqu'à quand ?
Nous aurons, je pense, l'occasion d'en reparler et de redébattre de cette recentralisation financière de l'État sur le dos des collectivités. Enfin, des dépenses et recettes d'ordre de fonctionnement pour 114 162 € les dépenses d'ordre de fonctionnement et les recettes d'ordre s'établissent à 162 €. La commission finances, administration générale et ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cette DM numéro 1. Merci, M. Veillère. Y a-t-il des observations, M. de Lamens-Bruges? Oui, donc nous avions voté contre le budget primitif et donc nous faisons preuve de cohérence en votant contre l'ajustement de certains crédits et donc la décision modificative. Mais devant une telle présentation, parfois on peut avoir envie de changer d'avis. Oui, mais non, parce que les bases ne sont pas modifiées. Donc, oui. Je ne remets pas du tout en cause la qualité du travail. Bon, c'est déjà un bon point. Je vous remercie. M. Veillère, vous voyez, hein, vous avez... Mais j'y suis pour rien, on a des services financiers qui sont au top. L'objectif que je vous donne, c'est de convaincre M. de Lamens-Bruges de voter le budget avant la fin du mandat. Vous avez carte blanche. Hein. Bien, merci. J'ai quelques points d'information à vous faire. Tout d'abord, une information sur nos classes de neige, hein, attendues par nos enfants et ô combien désirées par la municipalité. Vous dire que lors de la commission d'appel d'offres, hein, présidée par notre collègue Christelle Deleville, nous avons choisi un prestataire qui, je dirais, dispose de l'ensemble des qualités nécessaires et du site surtout, vous voyez, qui est en illustration. On a déjà envie de s'y rendre, même si nous ne rentrons plus dans les critères, hein, pour bénéficier de ces classes de neige. Donc ce chalet accueillera nos enfants à compter dans quelques mois. Le temps va tellement vite, donc je vais laisser le soin à Madame Kerkhoff de vous dire quelques mots. On a eu trois propositions qui ont été regardées sous toutes les coutures. Hein. Je pense que la commission a vraiment regardé tout ça de près. Les services ont regardé ça de près. Je leur en ai souvent parlé. J'avais imaginé à un moment donné, je vous dis tout, que nous puissions aller faire une visite. Bon, on ne l'avait pas forcément inscrit dans le cahier des charges, donc on n'a pas voulu fragiliser juridiquement la procédure. Donc on est resté sur le cahier des charges, rien que le cahier des charges, toujours le cahier des charges. Et pour aboutir à cette proposition que nous vous faisons, pour un an renouvelable 2 fois, si ma mémoire est bonne, donc de choisir cette structure dont Mme Kerkhoff va nous en dévoiler tous les aspects. La connaissant, je pressens qu'elle a fait un voyage mystère. Voilà, comme elle sait le faire, avec d'autres, masqué, hein, pour à la dérobée découvrir tous les coins et petits recoins de ce chalet qui accueillera nos enfants. Bon, ça a été un débat, hein, je le disais tout à l'heure à la presse. Hein, il y a tellement d'affectifs dans tout ça, c'est difficile. Hein, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions face à des sommes qui sont là. Et voilà, on ne peut pas tout faire. Et on a des investissements à faire. Il faut choisir. Choisir, c'est renoncer. Hein, donc, c'est ce que... Mais là, nous renonçons en faisant un choix tout à fait pertinent et je l'espère qui accueillera l'assentiment positif des enseignants et des enfants et de leurs familles. Madame Kerkhoff, mettez-nous l'eau à la bouche de la tartiflette. C'est vrai que nous avions pensé, Valérie Genevet, Madame Dubois et moi, nous y rendre, mais même masqués, les services de l'administration générale nous ont interdit d'y aller parce que ça ne faisait pas partie, effectivement, du cahier des charges. Une autorité, une autorité, oui, ça avait été demandé. Voilà, donc le prestataire qui a été retenu, c'est Évasion 78. Il a bien été désigné selon les procédures réglementaires. Le chalet est situé au cœur du village de la Chapelle d'Abondance, à 1000 mètres d'altitude, toujours en Haute-Savoie, comme Entremont,
un peu plus au nord, puisqu'il est à, comme vous pouvez le lire, 25 km du lac Léman, 5 km de la frontière suisse, 893 km de Gravelines. Entremont, c'était 870, donc c'est presque pareil. Le chalet, qui s'appelle Les Hirondelles, vous pourrez regarder sur Internet, est très typique de la Savoie, puisqu'il est tout en bois. Il est situé à 200 mètres du départ des premières remontées mécaniques. Je regarde où est Karine. Des premières remontées mécaniques qui permettent de rejoindre le domaine skiable des Portes du Soleil. Madame Dubois s'est penchée sur la qualité de la restauration. L'ensemble des repas est élaboré sur place par le cuisinier du chalet. Les repas sont servis dans la grande salle à manger, j'ai lu sur Internet, dont les fenêtres donnent sur la vallée, sur la magnifique vallée d'Abondance. Le centre est placé sous la responsabilité d'un directeur diplômé, bien sûr, BAFD. Les animateurs, comme pour toutes les classes de neige, encadreront les classes, l'assistant sanitaire sur place. Un encadrement qui respecte donc les normes exigées. Les activités traditionnelles sont proposées, les activités sportives, le ski alpin, les raquettes, les chiens de traîneau, que les enfants ont découvert il y a quelques années et dont on ne peut plus les priver. Des activités culturelles, la découverte de la montagne, la faune, la flore, la fromagerie, le fromage, les fromageries, l'histoire locale. Ces activités sont proposées aux enseignants par la ville et par l'organisateur, mais elles sont décidées par les enseignants de chaque classe, puisqu'ils décident selon son projet pédagogique. L'organisation des classes de neige est l'une des priorités de la municipalité dans le domaine de l'éducation, par l'enrichissement qu'elles apportent à chaque enfant. Cette volonté est forte et nous le prouvons encore aujourd'hui. Merci, Madame Karkov, de cette information précise. Pour la compléter, vous dire que ce qui nous a amené à prendre cette décision, c'est les investissements que nous avions à faire pour maintenir Entremont. C'était environ, les services on chiffrait à 650 000 euros, les travaux qu'on devait prévoir sur le mandat si nous souhaitions maintenir l'équipement. Il y avait aussi l'aspect au pied des pistes, qui est quand même aussi un élément déterminant, qui est aussi compté. Donc là, nous avons fait estimer notre chalet Entremont par les domaines, avec un avis actualisé qui s'élève à 860 000 euros sur janvier 2021. J'ai informé aussi la commune, le département, la région, parce que celle-ci pouvait être intéressée, ainsi que l'ADP, qui, voilà, si elle avait eu les fonds propres, aurait pu être intéressée. Mais c'est vrai que globalement, voilà, celles et ceux qui investissent dans ce type d'équipement, voilà, se font assez rares, disons-le. Il faut que ce soit des groupes très importants, de manière à supporter les frais de gestion et aussi de maintenir un coût accessible, parce que c'est ça aussi le sujet. Voilà cette information que je souhaitais vous communiquer. Si vous voulez en dire quelques mots sur ce domaine, je vous passe bien volontiers la parole. On vous communiquera les éléments détaillés. Bon, c'est passé en commission d'appel d'offres, donc je ne sais pas s'il y avait un représentant qui était présent Non, excusez. Voilà, en termes d'information, donc je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire aussi que j'avais été amené à mettre la première pierre de l'entreprise SNF, une nouvelle entreprise gravelinoise, désormais, qui a démarré sa construction. 70 millions d'euros d'investissement, voilà, 70-80 emplois dans un premier temps, et puis après plusieurs phases successives qui vont s'enchaîner. Bien évidemment, nous avons préparé avec efficacité la saison estivale qui démarre. Je laisserai bien volontiers la parole à M. Bonneface pour qu'il nous en dise quelques mots, quand même, qui nous donne envie de mettre de notre maillot de bain et se diriger vers la plage de Petit-Fort, pavillon bleu d'Europe. Allez-y, M. Bonneface. Merci, Monsieur le maire. Je pense que pour le maillot de bain, on va attendre quelques jours parce que la météo n'est pas très, très favorable. Donc, comme vous le disiez, oui, une saison estivale un peu perturbée. Et c'est vrai que ça a été un peu difficile de la mettre en place avec la sortie du Covid et la difficulté de trouver aussi des interlocuteurs prêts parce que tout le monde était un peu, je dirais, replié sur les mesures sanitaires du Covid et ça a eu
ça a amené des difficultés à remettre tout ça en route. Donc la saison estivale à Gravelines démarre le week-end prochain avec la traditionnelle Ducasse des Huttes et la braderie des Huttes. Et elle se terminera le dimanche 5 septembre par la braderie de Petit-Fort et le concert de notre Harmonie Batterie Municipale qui a hâte de se produire devant son public. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont sans répétition, ils ont à peine repris et c'est vrai qu'ils sont un peu frustrés. Donc les temps forts de cette saison estivale, ça va être surtout l'ouverture des bains, un événement qu'on veut rendre un peu plus, présent sur tout un week-end, avec beaucoup plus d'animation. Alors cette année, on s'appuie beaucoup sur le tissu associatif, parce que le tissu associatif a aussi souffert du Covid. Habituellement, les associations carnavalesques financent les associations, pas mal d'associations sur le Gravelinois. Et c'est vrai que 2 ans sans carnaval, pas de financement, et beaucoup d'associations ont des difficultés économiques. Donc on va profiter de pouvoir les aider et de leur permettre de réaliser quelques animations sur cette ouverture des bains. Le feu d'artifice, alors je prends les grands événements bien sûr, parce qu'une petite plaquette vous sera distribuée dans les boîtes aux lettres ou même en cours de distribution et vous aurez le programme détaillé. Le 13 juillet au soir, on aura bien sûr le feu d'artifice. On a l'autorisation de le faire, il y aura les distances sanitaires à respecter, mais on peut le faire. Le lendemain, la fête nationale aura une petite particularité, c'est comme ça fait 2 ans qu'on ne peut pas faire la remise des médailles du travail, on va profiter de cette fête du 14 juillet pour rattraper les 2 années de retard pour les récipiendaires. Et une petite nouveauté, on va créer une guinguette républicaine au jardin Gourdin sur la place Gustave-Vourier à partir de 13h ce 14 juillet avec une animation musicale, une petite restauration animée par une association gravelinoise, Team Loisirs du Polder. Donc vous pouvez réserver déjà, dès à présent, la restauration à cette association. Le mois de juillet, il y aura la braderie de la plage, le 18, un petit podium d'animation le 24 juillet sur un spectacle des années tubes, et on arrivera le samedi 31 juillet sur le podium de l'été avec une particularité cette année. Le podium se fera, si la météo nous est favorable, sur la digue de plage. Les spectateurs seront dans le sable. Alors je vous rassure tout de suite, on s'est renseigné, la marée sera basse. Il n'y aura pas de souci. Et si les conditions météo ne sont pas favorables, le repli sera à la place Edmond-Rostand, qui nous permettra d'avoir un espace un peu plus ouvert pour la distanciation. Et bien sûr, il y aura le port du masque et des gestes barrières à respecter. On arrivera ensuite au mois d'août avec la Ducasse du Centre, du 7 au 15 août. Le spectacle des Sons et Lumières qui n'a pas eu lieu, enfin qui ne pourra pas se dérouler comme habituellement. Par contre, les troubadours de Gravelines nous ont proposé de faire du vagabondage dans les rues de Gravelines avec des scénettes qui sont faites dans les différents jardins et lieux historiques de la ville de Gravelines, de notre belle cité de Gravelines, n'est-ce pas Michel? Le dimanche 22 août, on a une braderie de la plage. C'est vrai que c'est une bonne braderie, ça a toujours un franc succès, donc on l'a reconduit. Et puis on arrivera sur le fin août avec un événement un peu particulier, le 28 et le 29 août, les 10 ans du parc. Donc c'est vrai que c'est un bel équipement et on se doit de fêter dignement ces 10 ans avec beaucoup d'animations, d'expositions, quelques surprises et bien sûr une restauration sur place pour permettre de passer la journée autour du parc. Et on terminera donc la saison estivale avec le dimanche 5 septembre, la braderie de Petit-Fort-Philippe et un concert de l'HBM qui va se remettre en train pour affronter la nouvelle saison. Voilà, mes chers collègues, c'est moment fort de la saison estivale. Au niveau de la vedette du podium d'été, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus au jour d'aujourd'hui. On est toujours en contact avec les maisons de production. Certains artistes ont du mal à répondre, d'autres nous ont répondu, d'autres sont très chers, trop chers pour notre budget. Donc voilà, on est en train de tourner dessus. Et puis Raoul me glisse à l'oreille que le 12 septembre, on aura l'inauguration du blocage de la rue de Calais. Mais ça, bien sûr, ça ne va pas échapper aux Gravelinois. Ils seront informés ultérieurement, notamment par le biais du Gravelines Magazine. Voilà, monsieur le maire, toutes les informations que je pouvais vous donner.
Merci, Monsieur Bonneface. Vous dire aussi dans cet esprit-là de la saison estivale que nous reprenons la gestion des braderies. Donc c'est un travail très important. En lieu et place de l'UNICOM, donc c'est la Maison du commerce et de l'artisanat qui gère tout cela. Donc nous serons amenés à renforcer son équipe de manière à pouvoir faire face à ces tâches. Ça nécessite quand même un certain travail, beaucoup de rigueur. Il faut que les choses soient bien cadrées de manière à ce que ça se passe parfaitement le jour J. Et le jour J, c'est dimanche. Une braderie qui va bien sûr nécessiter encore le port du masque. J'ai été interrogé sur les réseaux sociaux là-dessus, je le dis aussi publiquement. Donc il y aura le port du masque encore sur ces braderies qu'on devra imposer, faire imposer lorsqu'il ne sera pas respecté. Vous dire aussi qu'en termes de travaux, il y a pas mal de travaux sur la commune. Bon, parfois ça perturbe un peu, mais bon, il faut bien les faire. Les entreprises du BTP aussi sont dans les starting blocks. Il y a pas mal de collectivités qui avaient retardé un peu les appels d'offres. Donc tout arrive un peu en même temps. Ça fait un peu goulot d'étranglement, mais il y a des attentes. Je vais vous citer quelques travaux qui ont été faits. Installation de brumisateurs sur la place Calmette, l'aménagement de 40 jardins familiaux sur le site du Norban. Vous avez pu voir ces magnifiques jardins qui ont pris place aux côtés de la permaculture. L'aménagement de la véloroute voie verte sur le pont de Saint-Folquin, ça c'est aussi une réalisation communautaire de qualité qu'il faut saluer. La requalification du boulevard Lamartine depuis le pont des Islandais jusqu'au pont du centre-ville. Il y avait la moitié de la chaussée qui avait été réalisée. J'ai demandé qu'on fasse l'autre moitié, ça a été réalisé, donc l'intégralité est faite. La restauration de la poudrière, Madame Kerkhoff vous en a parlé, je n'y reviens pas. La requalification complète de la rue Jean-Baptiste Lebas qui est en cours. La modernisation de la galerie marchande de Sportica, c'est pas du luxe. Et on va s'occuper aussi des locaux de Delta Media qui accueilleront donc les équipes commerciales de Sportica, mais également de Destination Gravelines et du pôle attractivité, du moins une partie de ce pôle qui sera centralisé ici sur ce site, et ça permettra une meilleure efficacité commerciale. Le parquet d'Assène-Vauban, parce qu'il faut qu'on s'occupe aussi de cet équipement, sera changé derrière nous, donc ce sera aussi... c'est aussi attendu et nécessaire. On a d'autres travaux qui devront être faits sur la Seine-Vauban. La construction d'un mur de séparation au niveau du presbytère des Huttes aussi va avoir quelques changements avec la vente du presbytère des Huttes. Le remplacement de la clôture des sites d'éco-pâturage, du parc Hochède et du centre artistique. La création d'un chemin d'accès à l'arrière du centre François Mitterrand. La requalification d'espaces verts, rue des Fleurs. Et puis les travaux à venir, la restauration intérieur-extérieur du phare, on en a parlé tout à l'heure, la rénovation de l'éclairage de la salle du Pont de Pierre, aussi un point important attendu par les utilisateurs de cette salle du Pont de Pierre, la démolition de la maison Coustre au port Vauban et de la maison 8 rue des Islandais. Il faut avancer dans cette valorisation des remparts qui passe aussi par ces déconstructions. Le réaménagement de l'accueil de la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe pour l'équipe d'Atouville, la mise en accessibilité des bâtiments communaux qui se poursuit ici à Seine-Vauban, au musée, à l'école Michelet. D'ailleurs, on aura aussi une subvention, on a obtenu une subvention pour ces travaux de l'école Michelet dans le cadre du plan de relance. La requalification du boulevard Lamartine, je vous l'ai dit. Voilà en quelques mots pour tous ces travaux qui se déroulent sur la commune dont il faut se féliciter. Il est 20h, je pense que nous avons collectivement bien travaillé. Je vous souhaite de bonnes vacances pour celles et ceux qui peuvent en prendre, et puis qu'on ait une bonne saison, que nos commerçants soient heureux et que tout à chacun apprécie de vivre à Gravelines. Merci à vous.